Cette vidéo est sponsorisée par la marque Jaffy. Jaffy est une marque d'alimentation pour chiens et chats fabriquée en France sans gluten avec un haut taux de protéines et des ingrédients naturels. En allant sur le site Jaffy, vous pouvez remplir le profil de votre animal avec son poids, sa taille, son âge, ses allergies et vous obtiendrez les croquettes les plus adaptées. Et c'est sans engagement, vous pouvez résilier quand vous voulez. Oh, par exemple, pour ce chat, le prix de l'œuf découverte est à 11 € pour 18 jours de croquettes, frais de port inclus. Voilà, alors ça c'est le chat qui mange. Oh. Il se régale. Oh, c'est un morphale. Oh, c'est mignon, il est avec sa sœur. Qui est une grosse chatte. Jaffy. Jaffy, c'est également la livraison à domicile à la fréquence que vous voulez. C'est valable pour les chats, mais aussi pour les gros chiens. Et avec le lien ci-dessous, c'est moins 60% sur l'œuf découvert. 60%. Et un sachet de friandises offert à vie. Même moi, j'ai pas ça. Merci à Jaffy et bonne vidéo. Petite embrouille? Petite triche? Vas-y, dis, tu veux? Ouais. Faut juste que tu triches sur tes logiciels gasoil. Une toute petite triche! Je dis discrètement parce que je sais que vous avez bien aimé l'épisode sur les voitures meurtrières. À l'époque, il y avait une petite triche, petite douillette, petit scandale sanitaire par-dessus, avec des animaux exploités, des milliards d'amendes. On est jeudi, 18h15, comme tous les jeudis, et là je me suis dit, il leur faut un petit scandale. Mais un scandalou, hein? Non, un scandalou, genre le plus gros scandale de l'histoire automobile. Comme ça? Non, mais comme ça, je ne force personne! Je vous le spoil un peu et j'en parlerai à la fin, mon histoire inclut des singes qui ont été forcés de respirer des gaz d'échappement. Alors je pensais jamais dire cette phrase un jour. Mais ça existe! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'automobile. Un scandale qui a vu des millions de voitures touchées par un logiciel qui truquait leurs émissions polluantes. L'une des plus grosses triches de l'histoire de l'automobile et surtout, un truc avec plein de rebondissements parce que vous me connaissez, je suis anecdote man. L'un des coups de poker les plus fourbes de l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieselgate. Le scandale du Dieselgate. Dieselgate, Volkswagen a fait réaliser des tests sur des singes pour étudier les effets du dioxyde d'azote. L'arrestation du patron de la marque Audi. Condamné à 21 mois de La prison. première action collective en justice des consommateurs allemands contre Les Volkswagen. animaux étaient enfermés dans cette caisse Volkswagen passe au statut où d'Autrichien. ils devaient inhaler des gaz d'échappement pendant plusieurs heures. Pour comprendre notre histoire du jour, on va revenir sur quelques points, notamment, attention, breaking news, les voitures thermiques, ça pollue un peu. Vous me connaissez les paroles engagées. Oh putain, le mec. Pour vous la faire très simple, Volkswagen dans les années 2010 a peut-être un peu triché. Non, mais non, je ne vais pas crier. Il s'avère que mon un peu concerne 11 millions de voitures. Combien? Tout petit peu. Mais alors quand je vous dis tricher, c'est du génie. Vous savez qu'ici j'aime bien les histoires, celle-ci elle est copieuse quand même. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut que je vous parle un petit peu plus des normes de pollution en bagnole. Je pense que vous êtes au courant que dans l'automobile, il y a des normes de pollution. Encore une fois, Sylvain, les portes ouvertes. Sylvain, la porte ouverte. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est que les normes de pollution pour les bagnoles, ça existe depuis super longtemps. Mais genre super longtemps. La première loi anti-pollution concernant les bagnoles date de 1956. Ça va faire bientôt 70 ans qu'il y a des lois pour réguler les pollutions des bagnoles. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment pas nouveau. Dans les faits, les premières lois qui ont été passées pour réduire la pollution des voitures dans les années 50... c'était déjà une histoire de politique pour faire joli. Ils commençaient à t'emmerder si ta voiture crachait des flammes. Te dire le niveau où on en est. Mais dans les faits, les premières normes contraignantes pour les constructeurs, contraignantes dans le sens où ils sont plus 100% libres, soit 99% libres. Waouh! Ça date plutôt des années 70. Et les normes de pollution à cette époque concernent des pollutions très basiques, notamment l'opacité des fumées. Critère qui est encore d'ailleurs relevé au contrôle technique. L'opacité des fumées, c'est pas compliqué, c'est que si la fumée est noire, c'est pas bon. Et si ça fume pas, c'est ok. En fait, quand vous voyez une voiture fumée noire sur la route, c'est parce qu'elle injecte trop de carburant. Et comme elle injecte trop de carburant, il a pas le temps de cramer. Et comme il a pas le temps de cramer, bah il ressort tel quel. D'où la fumée noire. Mais si la fumée du véhicule n'est pas visible, ça veut pas dire qu'il pollue pas. Sinon, on serait pas dans cette situation-là en fait. Mais à l'époque, ça suffisait. J'aime beaucoup le concept que dans les années 70, toutes les bagnoles fumaient. Toutes. Ça devait être un enfer. Aujourd'hui, je vous rassure quand même, les normes de pollution sont devenues un poil plus strictes. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'une voiture passe son contrôle pollution, elle n'est pas mesurée uniquement que sur le CO2. Elle est aussi mesurée sur le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote et les particules. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir une voiture qui rentre dans plein de cases, genre en termes de CO2, elle pollue pas trop, mais qui est quand même refusée parce que son monoxyde d'azote ne passe pas. Et c'est pour ça que ces dernières années, notamment en Europe avec la norme Euro, je crois que vous suivez, les mesures anti-pollution des voitures sont devenues ultra énervées. Mais alors quand je vous dis ultra énervé, c'est vraiment ultra énervé. Hein. Aujourd'hui, quand tu veux sortir une voiture thermique, courage. Si les autorités mettent en place des normes anti-pollution dans le monde de l'automobile, c'est pour faire en
en sorte que les constructeurs investissent là-dedans. L'idée, c'est de forcer les constructeurs à mettre du développement dans des systèmes qui limitent la pollution. Par exemple, c'est via le durcissement des normes Euro sur l'émission des particules que les constructeurs ont mis en place le filtre à particules. Des fois, vous savez, c'est pas très compliqué, hein. Les autorités se rendent compte que les voitures diesel émettent des particules, ils mettent des normes qui limitent les émissions de particules, les constructeurs fabriquent un filtre à particules. Et puis après, ça te fait un grand cycle qui se répète à l'infini. Les autorités détectent que les voitures modernes émettent des oxydes d'azote, les constructeurs mettent en place un piège à oxyde d'azote. Vous savez, les systèmes AdBlue, le truc où tu dois rajouter un liquide tous les 10 000 km, c'est pour les oxydes d'azote. Et dans toutes ces normes de pollution très chiantes, il y a un truc à retenir, c'est qu'elles sont pas les mêmes partout. Par exemple, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les normes européennes et américaines anti-pollution des véhicules ne sont pas les mêmes. Qui ne sont pas les mêmes que les normes anti-pollution japonaises, et australiennes, et coréennes, et etc., etc. Tout le monde a sa propre norme. Sauf qu'on arrive sur un premier problème. Si on a des normes en Europe qui sont très strictes, notamment au niveau du CO2, et bah c'est pas le cas partout. Par exemple, aux États-Unis, le CO2, bah ils s'en tapent un peu. Eux, ce qui les énerve vraiment beaucoup, c'est l'oxyde d'azote. Ça, le NOx, chez eux, c'est mort. Alors que chez nous, c'est mort, mais moins mort. Faut croire que c'est moins polluant en Europe. Alors ça va. C'est drôle de constater cette différence, parce que si tu la mets en parallèle avec l'histoire de l'automobile, notamment qu'il y a quelques années, les autorités encourageaient fortement l'achat de véhicules diesel, qui produisent peu de CO2, mais beaucoup d'oxyde d'azote, tu comprends un peu plus de trucs. Ou si tu regardes du côté des États-Unis, qui met en avant les gros V8 essence qui émettent beaucoup de CO2 et peu de NOx. Et que si les États-Unis bloquent au niveau des émissions d'oxyde d'azote, ils vont bloquer des créations surtout européennes, et mettre en avant plutôt des créations américaines. J'aime beaucoup le concept que les normes anti-pollution qui sont là pour les gens, tu vois, sont parfois un peu orientées, bon... Putain, je crois que les lobbies sont en train de m'empoisonner. Et ces normes de pollution qui sont variables d'un pays à l'autre, ça pose surtout problème pour les constructeurs. Si on prend par exemple Volkswagen, je prends l'exemple à tout hasard, ça serait quand même bien pratique de pouvoir vendre la Golf, qui est totalement légale en Europe, également aux États-Unis, pour faire encore plus d'argent. Sauf que quand tu te rends compte qu'aux États-Unis elle passe pas, t'es obligé de faire une version de ta voiture spéciale États-Unis, et une autre version spéciale Japon, et une autre version spéciale Australie, et quand on est à la 18e version, tu te rends compte que c'est plus tellement rentable de fabriquer ta voiture. Aïe 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 aïe. Et oui, l'argent. Et si tu cumules à tout ça les attentes des clients qui sont différentes en fonction des pays et des continents, tu te retrouves avec un problème que j'ai pas envie d'avoir. Genre vraiment, à la place de beaucoup de constructeurs, j'aurais déjà abandonné de faire des caisses. Ça va jamais. En Europe, elle est légale, aux États-Unis, elle l'est pas, et les gens y râlent. Je comprends de plus en plus pourquoi Peugeot vend des vélos. Au moins, t'es pas emmerdé. C'est pas impossible de faire une version par pays pour qu'elle s'adapte à chaque attente des clients et à chaque norme légale. C'est juste que ça coûte super cher. Et ça fait 5 minutes que je vous tabasse la tête avec des normes anti-pollution Europe, USA, tout ça. Je vous résume, c'est chiant. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et Volkswagen, dans toute cette histoire, eh ben ils s'en sortent très bien. Aujourd'hui, Volkswagen est une image assez polluante à cause de l'histoire que je vais vous raconter. Mais à l'époque, en 2009-2010... comme ça Volkswagen, hein. Aussi vert que mon t-shirt. J'aime beaucoup le fait que par exemple en 2009 Volkswagen s'est vu remettre avec sa Volkswagen Jetta le titre de voiture la plus verte de l'année. Alors quand tu connais la suite de l'histoire, c'est un peu drôle quand même. J'adore aussi le fait qu'en 2014, c'est-à-dire l'année où le scandale a éclaté, Volkswagen se soit fait remettre le titre de leader environnemental de son secteur. Flavio, t'as entendu? Et je vous rappelle qu'en 2014, Volkswagen, c'est le numéro 1 mondial. C'était le constructeur qui fabriquait le plus de bagnoles par an. Ils vendent des voitures par pelle, puisqu'en 2014, ils ont dépassé les 10 millions de voitures vendues. Et en plus de ça, ils arrivent à faire une percée aux États-Unis sur le diesel. Alors si chez nous, le diesel, c'est un carburant très répandu, sachez qu'aux États-Unis, pas du tout. Au moment où le Dieselgate éclate, les voitures fonctionnant au gasoil représentent 3% du marché. 3%. Au moment où vous regardez ça, les voitures électriques en Europe représente une plus grosse part de marché que le gasoil à cette époque-là aux États-Unis. Vraiment, c'est ridicule. Doucement mais sûrement, les voitures gasoil Volkswagen commencent à se faire une petite place. Ils ont mis des grands renforts en termes de pub, hein, t'inquiète pas qu'ils ont bombardé. Mais ça marche. C'est pas encore un grand succès, mais ça commence doucement à avancer. Et ça prend une petite part de marché avec une image verte. Et ça va attirer l'attention d'une ONG. En 2014, une ONG indépendante va lancer une grande enquête sur les émissions réelles des voitures diesel aux États-Unis. Et je dis bien réelles parce qu'elles ont remarqué un truc qui les chafouine un peu. À l'époque, les émissions polluantes sont basées sur 2 tests. Un réalisé à l'arrêt sur des rouleaux et un réalisé dans des conditions réelles de circulation. Sauf que dans les faits...
Bah c'est pas réel. Alors déjà les tests statiques sur des rouleaux c'est une énorme blague. Hein. Le test de pollution de l'époque implique un 0 à 50 km/h en 26 secondes. Je vais le redire pour que ce soit bien clair. Il y avait à l'époque un test à accélération avec un 0 à 50 en 26 secondes. Je vous invite demain à prendre votre voiture dans un endroit un peu calme et d'essayer de faire un 0 à 50 en 26 secondes. Vous allez voir, c'est une aventure. Hein. Tu sais qu'en 26 secondes, il y a des voitures qui ont le temps de faire le 0 à 300. Et le test extérieur dans des conditions normales, c'est un test dans un endroit fermé, il n'y a même pas de circulation, il n'y a rien, les voitures elles vont à 40 maximum. Ça ne vaut rien. Et justement, l'enquête de cette ONG, elle va partir de ce constat. Les tests de pollution des bagnoles de l'époque sont à côté de la plaque. Et eux, ils aimeraient bien avoir des relevés sur des conditions normales. Juste, tu roules, quoi. Genre comme font les gens qui achètent les voitures. Alors c'est ouf de devoir attendre 2014 pour qu'il y ait quelqu'un qui se pose cette question-là quand même. Hein. Et pour cette expérience grandeur nature, ils vont prendre 12 voitures diesel vendues aux États-Unis. Et à ça, ils vont rajouter 3 véhicules vendus en Europe pour avoir une comparaison entre les voitures vendues aux États-Unis et les voitures vendues en Europe. Personne jusque-là n'avait fait de relevé grandeur nature sur ces voitures. Donc les mecs ils sont super motivés, ils vont se dire on va avoir des infos, on va enfin savoir si les voitures polluent exactement comme pendant leurs tests. Et alors là, accrochez-vous bien, on est au rebondissement de l'épisode. Ils font leurs tests dans des conditions réelles et ils trouvent rien de particulier. Alors oui, certaines voitures dépassent un peu, mais genre un peu quoi. Et sur les 15 voitures qu'ils ont analysées, ils trouvent rien. Sauf un tout petit détail. 3 se distinguent sur un truc, les oxydes d'azote, autrement appelés NOx. L'oxyde d'azote, c'est une pollution qui est apparue sur les moteurs modernes. Et cette pollution, tu l'obtiens en faisant des combustions qui sont très fortes. Parce que plus tu fais péter fort, plus tu dégages d'énergie. Et pour faire péter fort, tu comprimes super fort. Et quand tu comprimes super fort, tu fais de l'oxyde d'azote. C'est pour ça que l'oxyde d'azote n'était pas une pollution qui était remarquée dans les années 2000. Parce qu'elle n'existait pas. Et dans cette enquête, il y a 3 véhicules qui dépassent de loin les normes autorisées. Une Volkswagen Jetta, une Volkswagen Passat et une Audi A8. Audi qui fait partie du groupe Volkswagen. 3 voitures qui dépassent, 3 Volkswagen. Et alors quand je vous dis dépasser, c'est dépasser. Tu sais, c'est la nuance entre chevauchement et franchissement de la ligne blanche. Chevauchement, c'est quand t'as un petit peu mordu, c'est déjà interdit, mais c'est moins grave que franchir la ligne blanche. Eux, ils sont carrément sur l'autoroute d'à côté. Par exemple, la Volkswagen Jetta qui s'est avérée être trop polluante a émis 22,6 fois la norme autorisée. 22 fois. J'aime beaucoup le concept où si tu le rapportes à une autre infraction, genre l'alcool au volant. Si tu dépasses le seuil autorisé de 0,5 22 fois, ça veut dire que t'as 11 grammes dans le sang. Les flics ils t'arrêtent, ils te font souffler, t'as 11 grammes. Ça existe d'ailleurs. Record taux alcoolémie. Oh putain, le record du monde appartient à un Polonais avec 13,74 grammes par litre de sang. Attends, non, il y a un autre article. Le record d'alcoolémie au volant est détenu par un Sud-Africain contrôlé avec 16 grammes par litre. Bah non, moi j'ai rien dit en fait, c'est bon. 16 grammes. Et à la suite de ce premier test, les enquêteurs vont déterminer qu'il y a un bug de leur côté. Et c'est fou à dire, mais à la suite des résultats débilement hauts relevés pendant les premiers tests, les enquêteurs vont croire à une erreur. C'est pas possible, ça peut pas faire 22 fois le seuil. Entre le constructeur qui l'a fabriqué, les 2 millions de tests qui ont été faits, les normes anti-pollution, il y a forcément quelqu'un qui l'a vu avant. Et c'est comme ça que les enquêteurs vont lancer un deuxième test. Ils vont prendre la Volkswagen Passat qui, elle, s'était cantonnée à 11 fois la norme. Joli score! Bravo! Et ils vont lui faire réaliser un test sur plus de 4000 km en conditions normales. Et ce deuxième test va révéler des scores encore plus élevés. Flavio, il semblerait que nous ayons une nouvelle enquête. À la suite des deuxièmes tests, les enquêteurs vont contacter les autorités, qui vont contacter Volkswagen. Bonjour, on vient de remarquer que vos voitures polluent un petit peu plus, peut-être que vous pouvez nous expliquer, je ne sais pas. Je leur dis quoi? Alors, ça serait un bug. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu croustillant, parce que quand il a commencé à avoir les premiers soupçons, ils ont plaidé le bug. Ils l'ont vraiment joué en mode super emmerdé, oh là là, le système anti-pollution, des fois il marche plus. Oh putain, les voitures elles polluent trop. Oh là 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 là. Ah non mais ça sert à rien d'enquêter, on va lancer des rappels. On gère tout. Voilà, et ben merci de nous avoir tenus au courant. Merci. Volkswagen va commencer à organiser un rappel, c'est-à-dire que toutes les voitures qui sont soupçonnées de polluer vont être rappelées dans les concessions Volkswagen. Et Volkswagen assure aux autorités qu'ils vont tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les voitures soient corrigées. Et effectivement, ils le font. Ils rappellent des voitures clients qui ont déjà été vendues, ils modifient la programmation du moteur et hop, le moteur il passe les normes. Et en vrai, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Les autorités, ils trouvent ça bizarre. Comment ça se fait que sur les 15 véhicules testés, il y en a que 3
3 qui merdent autant et 3 Volkswagen. La thèse du bug, je veux bien l'entendre, mais déjà on parle de 2 marques différentes et de 3 moteurs différents. Donc t'as 3 moteurs TDI différents vendus sous des blasons différents qui auraient le même bug. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard? Et avec ce petit soupçon, les autorités vont mettre en place d'autres tests. C'est juste pour voir. C'est par pure curiosité, t'inquiète pas, c'est par gourmandise. Et ils vont avoir une idée assez maligne. Ils vont essayer de s'approcher le plus possible du test classique, mais en y rajoutant de la normalité. Ils vont faire globalement les mêmes tests, mais avec des trucs qui changent un peu. Ils vont essayer de faire les mêmes en extérieur plutôt qu'en intérieur, ou alors ils vont essayer de ne pas sangler la voiture sur le banc. Et si les voitures arrivaient à respecter les normes de pollution dans les tests classiques, il s'avère que si tu modifies un peu le protocole, la voiture déconne totalement. Et j'insiste sur ça, c'est pas une erreur, c'est une douille. Ils vont comparer les tests normaux et les tests modifiés et vont se rendre compte que la voiture s'adapte. Pour l'instant, ils savent pas encore exactement comment, mais la voiture arrive à détecter qu'elle est en phase de test. La voiture sait. Vu que les tests de pollution classiques sont pas vraiment ressemblants à une conduite normale, la voiture arrive à détecter qu'elle est en train d'être mesurée et elle bombarde l'antipollution pour passer les tests. Et dès que tu l'utilises en usage normal, la voiture elle met plein pot sur le gasoil et c'est du génie. Bravo, c'est incroyable. Le rapport d'enquête officiel qui est paru en juillet 2015 est formel. Il y a un logiciel dans la voiture qui détecte les phases de test. Est-ce que tu imagines la taille du cerveau qu'il faut pour te dire que tu vas faire un logiciel à l'intérieur qui est capable de détecter des paramètres pour savoir que tu es en train d'être mesuré pour pouvoir tricher à ces mêmes tests? En fait, la vérité, elle est très simple. Les ingénieurs de chez Volkswagen ont pris en compte le protocole de test de l'époque et ont intégré dans la voiture un logiciel qui permet de détecter le test. Dans tout ça, vous allez me dire, oui mais Sylvain, c'est bien gentil, mais je suppose que les constructeurs ne polluent pas pour le plaisir de polluer. Quoique, ne répondez pas à cette question. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi ne simplement pas faire une voiture qui pollue pas, puisqu'ils sont capables de le faire? Je veux dire, ils seraient pas capables de le faire tout le temps, ok, mais là, ils savent le faire quand ils veulent et ils savent ne pas le faire quand ils veulent. En fait, ce qu'il faut savoir sur les systèmes anti-pollution des voitures, c'est que pour les constructeurs, c'est un énorme problème. En fait, c'est pas juste tu fais en sorte que ta voiture ne pollue pas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, les systèmes anti-pollution, c'est cher. Et cet argent en plus, faut bien que quelqu'un le paye. Soit c'est le constructeur qui le paye de sa poche, mais c'est un peu contre-productif de la part d'une entreprise qui existe pour faire de l'argent, soit c'est le client qui le paye. Sauf que quand tu commences à cumuler un catalyseur, un filtre à particules, un système à AdBlue, ta voiture se retrouve avec 2 ou 3 000 € en plus sur son prix. Les systèmes anti-pollution, c'est l'ennemi des performances. Plus tu dépollues un moteur, moins il est performant, c'est juste logique. Et c'est auprès de qui que les clients vont râler quand leur voiture se retrouve 2 ou 3 000 € plus cher? C'est auprès de qui que les clients vont venir se plaindre quand leur voiture est finalement pas très performante? Auprès de Volkswagen, et pas auprès de l'État. Quand les clients vont devoir rajouter de l'AdBlue tous les 10 000 km et que ça va rajouter des frais de l'entretien en plus sur leur voiture, les clients vont se plaindre à Volkswagen, pas auprès de l'État. Et si vous vous posiez aujourd'hui la question pourquoi les voitures neuves sont si chères, c'est entre autres à cause de ça. Les voitures modernes ont tellement de normes et tellement de trucs à respecter que les voitures finissent fatalement par être chères. Parce qu'il y a plein de trucs. Et comme à l'époque Volkswagen voulait conquérir le marché américain avec les voitures diesel et que les clients n'étaient pas forcément prêts à faire des concessions sur les potentiels inconvénients, et bah Volkswagen ils ont un peu triché. 11 millions de voitures. Les clients ils veulent des voitures performantes, mais il y a des systèmes anti-pollution qui les empêchent d'être performantes. Et bah la solution elle est toute claire, le logiciel trafiqué. Les clients se plaignent que ça crée de l'entretien et des charges supplémentaires à cause du système anti-pollution, et bah tu fais en sorte qu'il marche quasiment jamais. Au moins il n'y a pas d'entretien, il marche juste pas. Vous m'avez demandé une solution. Flavio, je ne peux pas tout faire. La voiture, elle va polluer, d'accord? Et c'est le 3 novembre 2015 que Volkswagen va reconnaître officiellement avoir triché. Oui, Volkswagen a développé un logiciel truqué qui permettait aux voitures de passer facilement les phases de test et ensuite, quand la voiture elle est sur la route... Alors c'est pour ça qu'en début d'épisode, je vous ai dit que c'était le plus gros scandale de l'histoire de l'automobile. Ça a fait un peu de bruit. 11 millions. Sauf qu'on a un gros problème dans cette histoire. Les logiciels truqués, c'est déjà pas très bien. Mais le vrai souci vient du fait que ce logiciel truqué, il est intégré dans des voitures Volkswagen Diesel depuis quelques mois. Peut-être quelques années. Peut-être depuis les 7 dernières années. Combien de véhicules touchés? Non, très peu. Très peu. 11. À peu près 11 millions. Oui. Oui, millions, 11 millions. Peut-être qu'il est possible que sur toutes les années où ça s'est produit, ça représente 20% des ventes. C'est-à-dire qu'un véhicule sur 5 qui a été vendu dans cette époque-là a été concerné, quoi. Oups, la boulette. Premier impact, le PDG Martin Winterkorn. Ciao. Le mec a immédiatement démissionné. Et oui, parce que quand tu es le PDG d'une marque qui a triché à cette ampleur-là, ça peut te coûter ton taf. Si ça vous venait à l'idée demain de tricher sur 11 millions de bagnoles, ne le faites pas, en fait, tout simplement. Ou alors tu mets tout de suite le Open to Work sur LinkedIn. Avant de faire un truc au pénal,
le prévoit avant. Conseil, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Alors je cite, au moment de sa démission, Martin Winterkorn a dit ne s'être rendu coupable d'aucun manquement. Non, le mec n'y est pour rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mon Dieu. Vous m'apprenez quelque chose de terrible? La dramaturgie, Phèdre. Oh, j'ai été le directeur d'une entreprise qui a tant menti. Non, je n'étais pas au courant une seconde. Merci, ça me fait... J'ai fait un peu de théâtre, oui Flavio, oui. Peut-être que le mec n'était vraiment pas au courant. J'y crois pas une putain de seconde. Des communications de crise désastreuses, j'en ai vu. Et celle de Volkswagen, elle était pas mal en 2015. Pour aller dans le sens de la pièce de théâtre du patron qui disait n'être au courant de rien, Volkswagen, l'entité, l'entreprise, a porté plainte contre X pour savoir qui avait truqué leur bagnole. Pardon? C'est comme si mon entreprise où je suis le seul patron dedans portait plainte contre moi en disant ne pas savoir ce que j'ai fait. Flavio, il me prend vraiment pour un con. Pour aller avec ça, ils ont lancé une enquête en interne pour trouver qui a truqué les logiciels. Et c'est comme ça que les dirigeants de Volkswagen ont mis en place un système pas ouf de délation dans l'entreprise Volkswagen. Système de délation mis en place dans une entreprise qui a été créée par ce bon vieux H pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Si vous avez des besoins en communication de crise, n'hésitez pas à m'appeler. N'appelez pas Volkswagen. Et ce qui est d'ailleurs d'autant plus ironique dans ce move très mauvais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler sur des sujets qui n'étaient même pas ceux mis sur la table. C'est pas une blague, il faut les blagues à ma place. En fait, le système de délation et la pression étaient tellement forts qu'il y a des gens qui ont parlé sur des trucs où c'était pas le sujet, mais illégaux aussi. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver un autre logiciel truqué, mais cette fois-ci sur les voitures essence, pour réduire le CO2. 100 000 voitures. Comment? 100 000 caisses? Bon, en dessous du million, je te donne même pas l'heure. Sauf que tout ça c'est bien gentil, mais les autorités américaines veulent mettre une sanction, c'est normal. Et d'après leur barème, la sanction c'est 37 500 € par véhicule incriminé. Et si tu le rapportes au nombre de véhicules incriminés, ça fait une amende de 18 milliards. Par carte, s'il vous plaît. Et si tu ajoutes à ça tous les recours collectifs posés par les clients lésés, tu retrouves un Volkswagen qui est dans une merde noire. Et en plus, le gros problème, c'est qu'ils sont coupables d'un truc très grave aux États-Unis, là où a été trouvée la triche. Mais puisque les voitures étaient vendues dans le monde entier aussi, c'est le monde entier qui leur en veut. Et oui, parce que les voitures, elles étaient vendues de partout. Ils ont trouvé un accord avec les États-Unis et leur amende pure, c'est-à-dire juste transgresser la loi, a été réduite à 2,8 milliards de dollars. Ça, c'est juste l'amende aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on arrive au plus grand scandale de l'automobile, puisque c'est actuellement la plus grosse amende jamais infligée à une entreprise. Puisque aujourd'hui, on estime que Volkswagen, entre les amendes aux États-Unis, les amendes en Europe, les recours collectifs, les indemnisations et surtout les rappels des 11 millions de véhicules qu'il a fallu modifier, Volkswagen aurait payé dans cette histoire plus de 25 milliards de dollars. 25 milliards. La somme est tellement élevée que tu peux même pas la payer en fait. Et ben figurez-vous que 25 milliards c'est 20 navettes spatiales avec le carburant inclus, c'est marqué. 25 milliards c'est 10 porte-avions à propulsion nucléaire. 25 milliards c'est 500 Rafales. Hein. Tu peux t'acheter 500 Rafales. Tu peux t'acheter à peu près 200 Airbus à 380. 250 fois la maison la plus chère du monde. Tu peux t'acheter 300 fois le club de foot Chelsea. Ou encore 2,5 millions de Ford Fiesta. À peu près. Sans compter le fait qu'il y a des gens qui ont fait de la tôle. Martin Winterkorn, on en parlait il y a quelques minutes. Mais il a encore un procès au cul. Le PDG d'Audi de l'époque a pris une condamnation avec sursis et 1 million d'euros d'amende. Et avec tout ça, on en est où? Et ben le groupe Volkswagen a failli mourir, tout simplement. En même temps, quand t'as 25 milliards d'amendes sur le dos, il y a un monde dans lequel tu t'en relèves pas. Ça a mis le groupe Volkswagen en PLS et actuellement encore aujourd'hui, Volkswagen n'a pas fini de payer ses 25 milliards. Alors pour les petites anecdotes, vous le saurez, mais avant le scandale des airbags Takata, ah oui, il y avait des airbags qui s'appelaient Takata, comme la musique. Je vous ai remis ça en tête et j'en suis très fier. C'est un tout petit scandale, 3 fois rien. C'est une marque qui savait qu'elle vendait des airbags défectueux qui explosaient à la gueule des gens de temps en temps. Et ça va péter! Et contrairement à Volkswagen, la marque a pas pu se relever de l'amende et elle a coulé. Aujourd'hui, il y a des millions d'airbags Takata qui circulent. Et tous les jours, il y a des gens qui en prennent un dans le nez. Autre anecdote, mais suite à ça, évidemment, les actions de Volkswagen se sont effondrées. Elles ont fait moins 40%. Moins 40% sur les actions, c'est beaucoup, dans la mesure où le salut net d'Elon Musk, ça a fait moins 8% sur les actions. Ton PDG est potentiellement nazi, moins 8%, Dieselgate, moins 40%. Je sais pas quoi faire de cette information, maintenant que je l'ai dite. Voilà, vous allez vivre avec. Ça me concerne plus maintenant, merci. Même si, étonnamment, les ventes n'ont pas été tant impactées. Alors c'est un peu ouf à dire, mais sur le plan commercial pur, ça va. Alors rassurez-vous, ils ont un peu perdu, c'est normal, il y a des gens qui ont boycott dans 3 mois quoi.
puis après, Et même si aujourd'hui Volkswagen vend encore beaucoup de voitures, dans les faits, Volkswagen est une marque qui va mal. Ça va mal de façon évidente à cause des amendes qu'ils ont à payer, mais pas que. Au-delà de prendre une cartouche phénoménale dans le nez, Volkswagen a pris plusieurs années de retard, notamment sur sa gamme électrique. Et ça se voit. Pardon, je vais me permettre un avis personnel, si tu vois la gueule de la gamme électrique de Volkswagen aujourd'hui... Gamme électrique qui d'ailleurs a fait un flop, ça se vend pas, c'est moche, les retours clients sont pas bons, et Volkswagen ils sont un peu dans la merde. En parallèle de ça et de façon générale, Volkswagen pour compenser les amendes a dû faire des économies et va se séparer prochainement de 35 000 salariés. 35 000 salariés au chômage. Il y a des villes qui n'ont pas 35 000 habitants. 35 000 contrats à rompre, ça en fait pas mal quand même. Autre parallèle, mais depuis quelques années, la qualité des Volkswagen est en baisse. En fait, quand tu regardes tous les essais, ce que je fais parce que je suis un gros nerd de la bagnole, il s'avère que les Volkswagen sont de façon générale devenues moins qualitatives. Et c'est normal, il faut bien trouver des économies quelque part. Alors ils rognent un peu. Les plastiques moins visibles, ils sont bien durs, bien pourris, mais ils coûtent pas cher. Les sièges, ils sont pas épais, pas bien rembourrés, mais ils coûtent moins cher. Et puis on a mis plein de commandes tactiles, comme ça moi ça évite de mettre des boutons et ça coûte moins cher. Et je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais alerte enlèvement, Audi, ils sont où? Vous avez entendu parler d'une nouveauté Audi ces dernières années? Moi non. En fait, l'impact sur le groupe Volkswagen est tellement fort que même Audi en paye les pots cassés. Et aujourd'hui, si la gamme Audi est totalement à l'arrêt, c'est à cause du Dieselgate. Au moment où je vous parle, ils viennent de présenter la nouvelle A6, qui reprend la nomenclature normale, parce qu'avant, ils avaient présenté l'A5, qui était en fait une A4, mais thermique, parce que la 4, c'était la version électrique de la 4, qui est l'A5. Et le Dieselgate a eu un impact incroyable sur Volkswagen, les marques du groupe et les autres petits camarades concurrents. Les autorités, voyant que Volkswagen avait un peu triché, ont commencé à investiguer. Et ont commencé à aller voir du côté des autres marques. Après tout, il n'y a pas que Volkswagen qui pourrait tricher. BMW et Mercedes, ils sont dans la même sauce. Suite à cette révélation, BMW a pris une grosse amende, puisque eux aussi, ils trichaient avec des logiciels trafiqués qui permettaient aux voitures de moins polluer selon les conditions. Et Mercedes, ils ont triché aussi. Et ils ont même avoué, en balançant les copains. Ah bah, la délation en Allemagne, hein. Comme la pression augmentait et qu'ils savaient qu'ils allaient se faire cramer, Mercedes, ça poucave. Sur les vraies autorités, ils ont dit ok, on triche, mais BMW et Volkswagen aussi, donc nous ça va. Grosse ambiance. Et c'est comme ça que se termine l'histoire du Dieselgate. À un détail près, vous n'allez pas me croire. Et pourtant cette histoire est vraie. Asseyez-vous, prenez un verre d'eau, on va bien se calmer. Tu pensais que c'était fini, c'est pas fini. On va apprendre en 2018 qu'un organisme allemand a mandaté un laboratoire américain pour faire des tests sur des cobayes. Des cobayes animaux et des cobayes humains. Consentants, ils étaient payés et au courant. Cobayes humains quand même. Je vous le résume, ils ont enfermé des singes dans des salles en mettant une voiture diesel qui crachait pour voir l'impact. D'ailleurs, ils ont mis les singes devant des dessins animés pour pas qu'ils soient trop agités. La folie de l'homme. Je vous jure que quand on a trouvé ça, on a pensé que c'était une théorie complotiste. C'est pas possible qu'en 2018, il y ait un truc comme ça qui existe. Bah si. Et cet organisme allemand totalement neutre, hein, qui est totalement... Ah non, il a rien à voir avec le diesel, voulait juste savoir les impacts que peuvent avoir le diesel sur les gens. Après, la boulette vient au moment où on apprend que l'organisme allemand en question, mystérieux, hein, est financé par Mercedes, BMW et Volkswagen. Pauvre, tu es Volkswagen en 2018. Peut-être que tout le monde va m'oublier maintenant. Belle communication de crise, c'est la première fois en 15 ans. Et c'est sur cette note super joyeuse que s'achève ce VTech. J'espère que vous avez apprécié ce scandale incroyable. Moi, j'ai adoré. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à cette chaîne, le pouce, le commentaire, et on se retrouve jeudi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous. Trahi par mes propres employés. Je vais démissionner maintenant. Flavio, suis-moi.